Bon, ben, je suis là pour vous présenter l'arboretum de Canet-en-Roussillon. Pour les gens qui ne savent pas où est Canet-en-Roussillon, ça peut arriver. C'est dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Perpignan, hein, à 10 km de Perpignan. Donc c'est un arboretum, voilà, donc là on est à l'entrée de l'arboretum. Vous voyez, on change déjà, la végétation n'est plus la même, c'est du laurier rose, c'est déjà... Mais sachez que c'est à peu près les seules fleurs que je vais vous montrer, parce que mon propos va reposer sur 4 collections, qui ne sont pas forcément des collections très fleuries, hein. Je vais vous parler des cépages, je vais vous parler des oliviers et des variétés anciennes de fruitiers. Donc, ce n'est pas forcément les fleurs qui priment, mais vous en avez assez vu des fleurs, hein. Voilà, donc cet arboretum fait 12 hectares, répartis en géologie sur 6 hectares sur le plateau, horrible, une terre à vigne, c'est-à-dire un tiers de cailloux par mètre cube, hein, à chaque mètre. Et l'autre moitié, les 6 autres hectares sont, alors là c'est exactement le contraire, dans la plaine alluvionnaire de la Tête, la rivière à la Tête, donc une terre très riche, où on a justement implanté la collection d'arbres fruitiers. Je vais vous donner une petite idée à certaines personnes, parce qu'il y a eu des gens qui semblent avoir des propos pour des ennuis pour la succession. La ville de Canet a trouvé quelque chose de miraculeux. Il l'a peut-être pas fait exprès, mais en attendant, ils ont sauté sur l'occasion. Si les terrains appartiennent à la ville, l'entretien de ce parc n'est pas géré par les employés des espaces verts, mais tout simplement par une association qui a été créée. Ce ne sont que des bénévoles qui s'occupent de ces collections. Et vu ce que je vais vous montrer, les bénévoles, ils bossent autant que les autres, hein, malgré qu'ils ont tous plus de 65 ans, hein, tous. Hein. Bon, alors les bénévoles, bon, c'est vrai qu'on est une centaine de bénévoles, mais en réalité, on est 100 quand il y a l'apéritif. Mais on est 15 vraiment au boulot, hein. Même pas. Donc, je vais vous parler de la première des collections, c'est-à-dire la collection de l'arboretum, qui est une collection traditionnelle, hein, comme dans beaucoup d'arboretums, à l'exception près, c'est que nous n'avons planté que des végétaux de climat méditerranéen. Ça serait dommage d'être autour de la Méditerranée puis d'aller planter des plantes de Sibérie ou du Canada. Non, c'est que du méditerranéen. Donc c'est ce qui change avec tout ce qu'on a à peu près vu avant. Alors, je dis du Méditerranéen, il y a quand même quelques exceptions pour le grand public. Il y a ce qu'on appelle les indispensables, on ne peut pas faire autrement. Donc là, on va tourner un petit peu, montrer quelques... Et je donnerai une ou deux... Alors, cette association, il faut quand même que je vous dise comment elle s'appelle. Elle s'appelle le CCEAME. C'est facile à placer au cours d'un repas, ça, vous voyez. Alors, c'est le Centre catalan pour l'agronomie, pour l'étude d'agronomie méditerranéenne et de l'environnement. Pendant des années, il n'y a pas eu beaucoup de recherches agronomiques, mais là, depuis ces derniers temps, et je voudrais avoir 3 minutes à la fin de mon propos pour vous en parler, parce que c'est très important. Oui, j'ai pas révisé, j'ai rien fait avant, donc vous voyez, il y a des E, hein, ça c'est pas grave. Alors allons-y, tournons, hein, voilà, tournez, il suffit de... ça tourne. Donc ça, c'est un mas, le mas de l'arboretum, qui a aujourd'hui 140 ans, qui a été construit par un bourguignon, hein, qui s'appelait Augustin de Magny. Il n'est pas du tout dans le style catalan, mais c'était sur un domaine de 30 hectares qui a été amputé par les routes, par l'urbanisation, mais il en reste encore une bonne douzaine en place. Allons-y. Voilà, vue aérienne, donc c'est tout l'arboretum. Hein. Là, on l'a dans son ensemble. Ne regardez pas en bas à droite, c'est le cimetière. Hein. Il en faut, hein. Tout à l'heure à Strasbourg, vous avez vu ce qu'ils en ont fait des cimetières. Bon. Ben là aussi. Donc, alors, on s'est amusé, je me suis amusé. À l'entrée de l'arboretum, il y a un plan qui est grand comme un tiers du tableau, où tous les végétaux qui ont été introduits sont tous signalés. Mais d'une manière un peu originale, chaque espèce a un icône différent. Et chaque icône au-dessous, il y a un tableau qui renvoie au nom de la plante. C'est-à-dire que
Oh, un gland. Ils vont chercher, même les enfants, ils cherchent. Alors, ils voient, je sais pas moi, oh, un gland. Ils vont chercher ce que c'est. Il y a un côté pédagogique qui est très important. Allez, allons-y. Alors, les différentes collections végétales. Donc là, on va visiter l'arboretum. Donc, vous allez voir des choses assez. On va voir après la collection d'oliviers. Vas-y. Alors, la collection. Oui, la collection d'oliviers. Alors. Merci le CCVS, puisqu'elle a été couronnée collection nationale. Je dis bien c'est un peu une erreur là. Ce n'est pas que du Roussillon, c'est du Languedoc-Roussillon. Hein, le Roussillon n'étant qu'une partie, hein, mais c'est pas grave. Allons-y. Alors, pourquoi avoir fait cette collection d'oliviers? D'abord parce qu'il y a eu des plantations, mais il faut que je vous dise que le département des Pyrénées-Orientales a été pendant plusieurs siècles le département le plus riche en culture d'oliviers. Pourquoi? D'abord pour son climat, sa géographie, mais surtout parce que les oliviers produisaient de l'huile, non pas pour la consommation, mais pour tous les métiers à tisser qui existaient en Europe. On avait besoin pour ces machines à tisser qui sont d'une fragilité, qui sont d'une huile parfaite. À cette époque-là, il n'y avait pas des huiles synthétiques. L'huile d'olive était une huile extraordinaire. Les navettes étaient huilées à l'huile d'olive. Donc, c'était des tonnes d'huile d'olive qui partaient dans toutes ces filatures, dans toutes ces... Donc, le département des Pyrénées... Alors, autre particularité des Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Orientales ont une géographie un peu curieuse. On commence au niveau de la mer, et pour l'olivier, on finit jusqu'à 1200-1300 mètres. À chaque strate, c'était une variété différente. Nos anciens avaient réussi, et vous allez comprendre maintenant pourquoi le CCVS a décerné le département des Pyrénées-Orientales possède 25 variétés différentes. Ça fait beaucoup et peu de place pour chaque variété. Vous avez une variété qui s'appelle, elle n'est pas là, ça sera au prochain panneau, qui s'appelle Courbeille, qui ne vit qu'autour de Collioure. Donc très peu, une centaine d'hectares maximum. Mais l'huile d'olive est à plus de 20 € le litre. Elle n'est pour les grands cuisiniers qui sont... Alors je voudrais vous dire une particularité sur l'huile, parce que comme on va parler des cépages, l'huile, c'est tout à fait comme le vin. Chaque variété donne une huile complètement différente. Il y a des huiles qui vont être, je ne vais pas dire agressives, mais plus vertes, d'autres qui vont être intermédiaires, et des huiles très douces. Alors les huiles vertes, on va s'en servir, parce que vous savez, tout ce que vous achetez dans les supermarchés, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas quel mélange ils ont fait, alors que par variété, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Donc les huiles un peu plus vertes, qui ont ce qu'on appelle, apprenez un mot, il y a un mot spécifique pour ça, elles ont de l'ardence. L'ardin, c'est ce que vous percevez dans la bouche de chaque côté à l'arrière de la langue, qui n'est pas amer, qui n'est pas... Mais goûtez, vous verrez ce que c'est que l'ardin. C'est pas facile à définir. Alors ça, on l'utilise pour des salades, pour des crudités, pour des trucs comme ça. Et alors, par contre, si vous venez de faire une jolie petite sole là, qui est encore chaude, au moment où vous la mettez dans l'assiette, un filet de courbeille, pour manger une deuxième sole, hein, parce qu'une ne suffit pas. Voilà. Alors, il y a là, bon, bien sûr, je ne vais pas vous raconter chaque variété, elles sont toutes citées, enfin, une partie sont citées. Donc, voilà en quoi ça se résume. Alors, il y a 250 arbres, plus de 250 arbres en 25 variétés, et quelques variétés qui ne sont pas des Pyrénées-Orientales, mais à titre de la collection nationale, on les a introduits. Est-ce que vous avez une idée de combien il peut y avoir d'oliviers sur le pourtour méditerranéen? Vous voulez que je vous dise le chiffre? 11 millions d'oliviers, France, Italie, Grèce. On descend, on revient sur la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. 11 millions d'arbres qui produisent. Ça fait du monde, hein? Si, l'Espagne. Mais l'Espagne est un peu difficile à classer parce que... Alors, autre particularité de l'olivier. Je suis sûr que vous êtes tous dans le même bain. Ouais, l'olivier vient du Moyen-Orient. Et chez nous, là, dans le fond du golfe, enfin, à partir
C'est les Grecs qui nous ont amené les oliviers. Hein, on a tous entendu ça. C'est complètement faux. Dans les Pyrénées-Orientales, puisqu'il y a plein de spécialités, vous savez qu'on a la grotte de Totavel. On a la grotte de Totavel où il y a ce fameux homme qui est si vieux, mais on a d'autres grottes, les grottes de Montou, qui sont beaucoup plus vieilles, où on n'a pas trouvé de squelette, mais on a trouvé la présence de l'homme. Les fouilles archéologiques ont mis en évidence du bois d'olivier qui avait servi à faire du feu, ce bois d'olivier a 40 000 ans. Donc vous voyez, les Grecs, je ne sais pas où ils étaient il y a 40 000 ans, mais ce n'est pas eux qui ont amené dans les Pyrénées-Orientales. Alors tout ça, c'est des petites histoires, mais qu'il faut faire du ménage, il faut nettoyer un peu, il faut remettre les choses à leur place. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les oliviers? Tiens, j'ai vu une figue là. Donc, évidemment, c'est un travail considérable, parce qu'il faut les tailler chaque année, il faut les... c'est la récolte, toute la récolte est faite à la main. Et comme je vous disais tout à l'heure, on s'est même permis le luxe de faire il y a 3-4 ans, de presser par variété. Et c'est là où on a découvert toutes les huiles complètement différentes. On ne le fait pas parce que on ne le fait plus parce que les moulins n'acceptent pas que l'on arrive avec simplement 50 kg d'une variété, 50 kg d'une autre. Il faut qu'ils bossent. Donc, mais alors très souvent, les huiles sont des assemblages. Comme pour le vin, je vous dis, c'est très proche. L'huile et le vin, il y a c'est des cultures très très proches. Je ne sais pas où on va après. Donc j'ai vu une fois lors de figuier. C'est à la fin. C'est à la fin. Bon, alors, là, on passe à la collection de figuiers. Normalement, ça devrait être classé dans le sujet que je veux traiter sur les variétés anciennes, mais c'est pas grave, on en parle maintenant. Alors là aussi, une très belle collection, puisqu'il y a plus de 50 variétés de figuiers qui sont plantées maintenant depuis une vingtaine d'années, qui sont tous, on va en voir quelques-unes après, vas-y, parce que ça c'est... Oh mon Dieu, le rideau s'ouvre. C'est pas moi, c'est PowerPoint, je vous signale. Donc voilà, là il y en a 8, il y en a peut-être, je ne sais pas s'il y a une deuxième planche. Elles portent toutes des noms, la goutte d'or. Voilà, donc on arrête pour les figuiers, parce qu'on va y revenir. Maintenant je vais attaquer la deuxième collection, dans la troisième collection, les cépages, vas-y. Alors les cépages. Pourquoi avoir fait une collection de cépages dans l'arboretum? Pour plusieurs raisons. Vous remarquerez qu'à chaque fois que je vais vous parler de collection, ça reposera sur un mot, sur le mot patrimoine. C'est toujours la protection du patrimoine. Hein? Moi, il n'y a pas de côté beau. Hein? Moi, ce que je vous présente, ce sont des choses qui s'invitent tous les jours à votre table. Que ce soit le cépage, que ce soit l'huile, que ce soit les fruits anciens, ça s'installe. Hein? Tous les jours. Alors, les cépages. Donc, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes d'abord en plein vignoble du Roussillon, c'est des centaines d'hectares de vignes, mais parce que nous sommes le Languedoc-Roussillon, qui a donc été aussi couronné collection nationale. Le vignoble du Languedoc-Roussillon est le plus grand vignoble du monde. Il n'y a pas de réaction, là? Et pourtant, c'est vrai. Il y a des gens qui me disent c'est pas vrai. Voilà, c'est le plus grand vignoble du monde, beaucoup plus grand que le Bordelais, même à l'étranger, Floride, Californie, Chili, Afrique du Sud, c'est le plus grand vignoble. Mais étant donné qu'il est le plus grand vignoble, il est aussi le plus riche en cépages. Il y a plus de 50 cépages différents qui sont tous à l'arboretum. Alors que dans le Bordelais, il y a 5 cépages pour faire du Bordeaux, hein. Pas plus. Donc là, on va... Vas-y. Ah oui, moi ça m'énerve de garder ça au bout. Hein? Voilà, voici donc notre Languedoc-Roussillon. Chaque tache de couleur est une appellation de vin, que l'on prenne du Bagnous, des Côtes du Roussillon, des Corbières, des Fitou, des vins de Maury qui sont jusqu'à là-bas au bout, les muscats, tout ce truc-là, sont des vins différents. Donc à chaque fois, c'est des cépages différents qui ont été utilisés. Oui, mais... Alors,
Bon, là, il y a des... Alors, l'arboretum, ça a coûté une fortune, et c'est pas fini. Il y a un étiquetage énorme, parce que, pour une raison simple, c'est quand les gens viennent visiter, quand ils repartent, ils ont emmagasiné des tas de renseignements, parce que les visites, d'une manière générale, sont libres, gratuites, hein, on ne fait pas d'argent sur l'arboretum. Donc, tous nos cépages, mais toutes les plantes d'arboretum possèdent des étiquettes sérigraphiées. Ça, c'est quand même du format 25-35. Hein. C'est quand même des beaux panneaux. Là, vas-y, avance, parce qu'il y en a plusieurs. Comme là, tu vas en voir une dizaine, donc avance un petit peu. Ah, ça, c'est... Oui, là, c'est la liste. Donc, là, il y a PowerPoint qui est pas rapide. Hein. Donc, on a tous les cépages de cuve, c'est ce qu'on appelle les cépages qui font du raisin, qui font du vin. Enfin, il y a des gens peut-être qui vont retrouver des noms qu'ils connaissent. Par exemple, le Jaoumette, qui est le cépage qui mûrit à la Saint-Jean. C'est le premier cépage. Donc tout ça, ça a été retrouvé. Là, on va avoir les cépages de table, donc tous les raisins de table, hein, les raisins. Donc tout ça. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je sais pas, moi, s'il avait 2 ailes. Monsieur Glock aussi, il avait 2 ailes. Écoute, ça peut arriver, ça. Hein, vas-y, tourne. Alors, donc cette collection de cépages a été, bien sûr, hein, j'ai pas fait ça très discrètement, hein, ça se voit, hein, classée collection nationale du Languedoc-Roussillon. Donc là, on va avoir pour se faire plaisir, on va faire défiler quelques variétés, quelques-unes des... Donc, chaque cépage possède une étiquette comme ça, avec la description de chaque cépage, des particularités sur le plan, des sensibilités aux maladies, des observations culturelles, et surtout, à chaque fois, une quantité de noms dessous qui sont des synonymes, parce que les cépages nous ayant été piqués, il n'y a pas d'autre mot, ils sont partis dans le monde entier, et à chaque fois, ils ont changé de nom. Ça s'appelle des échanges? Non, ça s'appelle des prélèvements botaniques. Que nous, on s'est fait piquer pour après que ça passe en culture. Il y en a qui ont fait du fric dessus. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, non, on est des gens très respectueux. Non, maintenant, je vais vous faire une confidence. Vous avez la collection de cépages, mais on n'a rien à voir, nous, dans les noms. On a accumulé tout ce qui existait, c'est tout. Hein. On s'est même interdit une chose par rapport au fisc. Nous n'avons pas le droit de vendanger. Sinon, il faut déclarer et payer des impôts. Donc, nous, tous nos raisins, ben, on les mange on s'amuse. Qu'est-ce qu'il y a? Revenons de notre affaire. Allez, vas-y, défile, c'est toi qui appuie. Alors, après on revient un petit peu, je suis un peu panaché, hein, on revient un petit peu aux collections qu'il y a dans l'arboretum. Particularité, tiens, il est plus gros que d'habitude, il a grossi. Particularité de cet arboretum, il y a eu 2 grandes constructions, une partie aquatique et une partie désertique. Et dans cette partie aquatique, donc, où il y a une collection de nénuphars, nous cultivons la Victoria regia. C'est vrai que vous l'avez vu à Nancy, là, mais nous on la cultive en plein air. Et il n'y a que 2 ou 3 jardins, bien sûr sur le littoral méditerranéen, qui se permettent de le faire. Hein. C'est pas une petite... Hein, à l'extérieur, c'est pas une petite affaire, parce qu'il faut attendre que l'eau soit à 24-25 degrés pour pouvoir la mettre dehors. Mais on obtient des résultats. En arrière-plan, donc la Victoria est amazonienne. En arrière-plan, vous avez sa cousine asiatique, l'Orial ferox, mais qui n'a pas de rebord, qui est un peu plus rustique. Donc ça, c'est une fleur de la Victoria. Je ne vous raconterai pas l'histoire de la fleur de la Victoria. Hein. Vous la connaissez tous. Mais en gros, vous savez, c'est une grosse cochonne. Hein.
C'est vrai, Frédéric? Vas-y, avance, c'est toi qui guide. Bon, ça c'est le bassin, hein, avec les Nelumbo, les lotus en fleurs. Ça, je sais pas qui c'est. Il y a un drôle de batracien. Hein. Non, c'est pour montrer la structure, l'architecture sous une feuille. Hein. Allez, là on arrive dans le jardin xérophyte. On a osé l'appeler comme ça, puisque xéro, ça veut dire milieu aride, milieu dur, et phyte, les plantes. Donc on ne va avoir que des plantes. Alors pourquoi des cactus dans un arboretum? Pourquoi? Non, parce que beaucoup de cactus, beaucoup de céréées, c'est-à-dire des cierges, étaient à l'origine des arbres. Alors, c'était pour attirer l'attention, c'est tout. Non, c'est parce que appartenant à la ville profite de ce parc pour faire des expositions chaque année, des expositions grandeur avec des grandes œuvres. Et les artistes ont l'obligation de donner à chaque fois que l'expo est finie, de donner une œuvre à l'arboretum. Bon, ça c'était vraiment exceptionnel. C'est un gars qui fait des sculptures. Elle fait quand même 3-4 mètres de haut, uniquement avec du fil de fer et de la... Hein, c'est joli malgré tout. Hein. Voilà, donc là on rentre dans le jardin xérophyte. Alors là aussi, sur le littoral, il n'y a pas beaucoup de jardins xérophytes comme ça. Hein. Il faut avoir le courage d'aller jusqu'à Monaco, quoi. Le jardin xérophyte, on est en train de l'agrandir en plus, 3-4 000 mètres. Bon, là, c'est donc pour vous montrer, hein, c'est un vrai bouquet de fleurs. Hein. Vas-y. Alors, xérophyte, il n'y a pas que des cactus. Hein. Il y a des broméliacées, des nolines, des dasylirions, des yuccas, des... Alors, quelques plantes en collection. Là, vous avez le Voulémia. J'ai pas entendu. On n'a pas la douceur de menton, mais c'est proche. Oui. Donc, bon, là, d'autres plantes. Juste, il y a eu le Voulémia, vous connaissez tous le Voulémia, hein, donc la plus ancienne plante qui est sur Terre. Si vraiment vous voulez voir des beaux Voulémias, eh bien, vous venez au Jardin des plantes de Valérie, qui a 3 Voulémias plantés assez proches l'un de l'autre, qui font déjà plus de 4 mètres de haut. Hein. Qui sont? Non. Alors, si tout se passe bien, on vous donne rendez-vous dans une quinzaine d'années, parce que là où ils sont plantés, c'est une terre extrêmement riche, son été élément, ça sera certainement des Voulémias remarquables en France. Hein, ils seront... Voilà, bon, tout un tas de plantes, des broméliacées, là c'est l'arbre de Judée, vas-y, des fils. Ça c'est le cyprès du Cachemire, bon, une protéacée, des grenades, puisqu'on a une collection de grenades. Ça c'est le régal favori des girafes, hein, Acacia farnesiana, elle arrive à mettre sa langue entre les épines. Alors, on arrive maintenant aux collections de variétés anciennes. Alors, comme pour les oliviers, comme pour les cépages, pourquoi on a fait collection de variétés anciennes? Eh bien, parce que, étant donné qu'on est dans cette partie sud de la France avec un climat très chaud, vous savez très bien qu'il y a à peu près que là que l'on cultive des abricotiers. C'est quand même le pays des pêchers, le pays de... Hein. Donc, alors, pour ne pas faire... puisqu'il va là... Attends, reviens. Juste d'une... Oui, la montagne que vous voyez au bout, c'est pas le Fujiyama, hein. C'est le Canigou, le Fujiyama des Catalans, mais c'est le Canigou. Voilà. Non, mais il faut le dire parce que... Non, moi pas catalan. Oui, donc je ne sais plus où j'en étais du coup. Donc on a 250 variétés de fruits, de variétés anciennes. Quand je dis anciennes, c'est
une du 15e, mais 16e, 17e, 18e et 19e siècle. Donc des fruits qui étaient déjà cités dans la littérature à cette époque-là. Alors pourquoi vouloir faire une collection de variétés anciennes? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui tous les fruits ont la même grosseur, ils brillent tous autant l'un que l'autre, mais n'ont aucun goût. Je peux vous garantir, tout à l'heure je vous parlais de l'huile, mais quand vous descendez dans les vergers et que vous mangez des fruits de monde, moi je découvre des goûts que je ne pouvais même pas imaginer que ça existait. Ça c'est la première particularité. Mais la deuxième particularité, c'est que ces variétés anciennes étaient très résistantes aux maladies. Alors aujourd'hui, quand on est contre les pesticides, au lieu de lutter contre les pesticides et puis qu'on ne sait pas ce qu'on va faire à la place, revenons aux variétés anciennes, ou tout du moins remettons dans les hybrides modernes du sang de ces vieilles variétés qui étaient résistantes. Donc voilà à quoi peut servir cette collection. Alors, pourquoi des pommes? Là, il n'y a pas de faute, hein, Franklin. À Peibou, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'S. C'est en catalan, Peibou. Oui, donc pourquoi des pommes? Eh bien parce que comme je vous ai parlé d'étages dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu quelques sélections de pommiers qui étaient cultivés à 1200, 1300 mètres par les anciens, par les agriculteurs anciens. Donc il y a des variétés catalanes, mais très peu. Tiens, c'est soir déjà, on va se coucher? Allez, avance. Alors, là c'est autre chose. À partir du moment qu'on nous a donné le titre de collection nationale, il y a le syndic de l'olive dans les Pyrénées-Orientales qui se sont trouvés confrontés à un problème. Il y a un agriculteur qui n'a rien trouvé de mieux, qui était propriétaire d'une oliveraie, 250 oliviers, qui n'a rien trouvé de mieux à faire que les arracher, les vendre à un pépiniériste qui lui se les fait en or à côté pour pouvoir vous vendre des oliviers, pour mettre sur les ronds-points, pour mettre sur ceci, ou d'en faire des arbres nuages. Hein. Mais autour de cette oliveraie, il y avait 4 oliviers un peu sur les talus qui avaient 500 ans. Et il n'était pas question de les mettre dans un carrefour. On nous a proposé, on nous a dit, vous êtes l'arboretum, vous êtes la collection nationale, est-ce qu'il est possible de récupérer ces... C'était une proposition à laquelle on ne pouvait pas dire non. Hein. 4 oliviers de 500 ans. On a donc récupéré ces 4 oliviers. Dans ces 4 oliviers, il y en a 2 qui sont des holotypes. Oui. C'est-à-dire un holotype, c'est la plante qui a servi de référence pour la description. Hein? Les caractères morphologiques de la plante. Alors il y a 2 variétés, la variété Verdal et la variété Glory. Ah mais les oliviers c'est tous des cultivars. Hein. Il n'y a pas de, dans la nature il y a Olea europea, Estute. Alors quel nom? Il a bien fallu faire une. Non parce qu'après je vais vous dire que ce sont aussi des génotypes. On va se bagarrer. Bon, alors, il n'est pas d'accord sur holotype, mais tu vas être d'accord sur génotype. Parce que ce sont des arbres qui, pendant plusieurs décennies, ont servi à utiliser le bois pour faire du bouturage, pour multiplier. C'est-à-dire qu'on se servait des plantes de référence pour multiplier les bonnes variétés. Hein. C'était ces variétés-là qui donnaient les gènes authentiques. Alors, bon, vous avez vu, il a fallu les arracher, les transporter. Ils ont tous été, tous les 4 transportés sur un porte-char. Il y avait 35 tonnes d'oliviers sur le même camion. Bon, le porte-char est 26 roues, enfin. Et on les a replacés. Alors, 6 mois après, les voilà. Ils ont tous repris, bien sûr. Et ils sont normalement prévus pour revivre encore 5 siècles. Alors, c'est très important. Une chose qui ne vous vient peut-être pas tout de suite à l'esprit, mais 4 arbres comme ça apportent une protection à l'arboretum. Politiquement, je ne vois pas un maire dire « Oh, moi, foutez-moi tout ça ». C'est comme les 2 collections nationales, c'est une protection pour l'arboretum. N'oubliez pas que c'est pas un privé, hein, on peut changer le plan d'occupation des sols, faire des immeubles. Non, ça c'est de la préservation. Ça, hein.
Voilà. Donc là, ils ont été plantés sur des buttes. C'est un peu le... parce que là, sur le plateau, la terre est argileuse, donc garde l'eau des fois très longtemps. Et puis, c'est un peu une coutume, même en Espagne, de les planter sur une butte. Oui, mais j'y peux rien dire. Là, les voilà, vous voyez, déchargés du camion. Ils faisaient en gros 6-7 tonnes chacun. Il a fallu faire venir un camion d'Espagne, d'une grande pépinière d'Espagne, pour pouvoir les sortir du camion et les mettre dans le trou. Parce que les camions avec des grues que vous voyez de partout en ville, ça soulève une tonne et demie, une palette de ciment, une palette de parpaing, mais pas 7 tonnes. Hein. Donc là, c'est des camions spéciaux qui... Voilà. Bon, vas-y, je crois que pour ça, hein, c'est la dernière. Alors, j'ai 3 minutes maintenant pour les recherches. D'accord, c'est gentil, merci. À l'Arboretum, non pas que nous faisons de la recherche, nous participons à de la recherche agronomique. Essentiellement sur les oliviers. Pourquoi? Parce que vous savez tous que les oliviers ne sont pas pollinisés par des insectes, ne sont pas pollinisés par les abeilles. Les oliviers sont pollinisés par le vent, uniquement le vent. Et nous, dans les pays hauts, on a la tramontane, vous voyez le travail. Non, ils sont pollinisés par le vent. Nos anciens savaient, par expérience, parce que un voisin, ou parce qu'ils avaient voulu, tiens, je vais essayer, avaient compris, alors toutes nos variétés, j'ai oublié de vous dire, toutes nos variétés, on a fait l'étude de l'ADN de chacune de nos variétés. On connaît absolument leur entièrement. Ça a coûté du pognon. Hein. Et on sait aujourd'hui que par les recherches d'ADN, les variétés d'olivier se classent dans 2 grands groupes. Et c'est dans ces grands... La plupart des variétés sont auto-stériles en plus. Pour être bien pollinisées, il faut mettre dans les plantations qui vont servir à produire de l'huile, il faut planter des parents potentiels, c'est-à-dire des pollinisateurs. Et les pollinisateurs, on ne les invente pas. Il a fallu justement soit l'expérience de nos vieux, mais qui a été perdue. Par le biais de l'ADN, on sait quelles sont les affinités qu'il peut y avoir entre 2 variétés. À quoi ça sert? Oh, pas à grand-chose. À multiplier la récolte par entre 5 et 10 à peu près. Ça s'appelle sauver l'oléiculture en France. Vous voyez à quoi un arboretum peut parfois servir. Parce que vous savez, le CCVS a pesé très lourd dans plusieurs choses. Ça a pesé très lourd. Hein. Parce que les recherches d'ADN, il y en a une partie qui a été financée. Vous connaissez aussi bien que moi le GEVES. Hein. C'est le GEVES qui a payé. Hein. On peut le faire, se faire payer les analyses. Voilà. Mais ils avaient affaire à une collection nationale. Ils l'ont fait. Mais j'ai fini. Hein. Merci beaucoup.